sommes en live, voilà, il est 2 heures à New York, il est 21 heures, non 21 heures à Tel Aviv, je crois. Hein. Et aujourd'hui, c'est un direct un peu spécial, c'est la première fois qu'on fait un direct avec Tel Aviv, donc je suis ravie. Et on accueille Marco Koskas. Alors, Marco, bonsoir. Il y a les lumières Bonsoir. de la ville, les lumières de la ville derrière vous. Ouais. Ma première question, avant de rentrer un peu sur l'actualité, sur votre parcours, sur votre carrière d'auteur, c'est une question un peu sur l'actualité. C'est bien sûr de savoir si toutes les images de fêtes retrouvées à Tel Aviv, qu'on voit partout dans la presse, dans les médias, ça reflète la réalité. Est-ce que les Israéliens sont complètement lâchés, comme on le voit? Bah, hier, j'étais à la plage, il y avait un monde fou, parce que c'était jour d'élection, donc jour férié. Et il y avait autant de monde qu'un Shabbat, quoi. Et les Israéliens, ils sont toujours prêts à prendre du plaisir. Donc ça y est, Alors, la vie ce que je revient. vois, moi, par ailleurs, c'est que pendant cette année de pandémie, les gens ont quand même souvent abandonné leur métier pour un autre métier. Et donc, les cafés ont réouvert, mais la plupart du temps, certains d'entre eux sont fermés parce qu'ils n'ont pas de personnel. Oui, il Et a donc, fallu rentrer en résilience et donc c'est un peu comme tout à chacun, trouver un autre métier. Donc finalement, aujourd'hui, il y a un manque de personnel. C'est ce que vous m'expliquez. ouais. Et puis, il va y avoir un manque de personnel dans d'autres professions. Par exemple, j'ai un voisin qui est ingénieur du son. Tiens, il y a la lumière qui s'est éteinte. Est-ce que ça se voit? Ça, c'est vraiment du direct. Ah oui, c'est le bonheur du direct. Non, c'est parfait. Non, L'ampoule a brûlé la traîtresse. non, il y a une petite ambiance feutrée, on est très bien. Voilà, Ouais, je suis il manque encore un plus petit verre de rouge que vin. tout à l'heure. Alors, j'ai un voisin, par exemple, qui était ingénieur du son et qui a ouvert, qui s'est lancé dans le garde-meuble, quoi, par exemple. Donc, quand les tournages vont reprendre, il va sûrement y avoir un manque d'ingénieur du son, de caméraman, de je sais pas quoi. Ouais, c'est C'est intéressant. C'est voilà, une nouvelle vie. comme ça que Alors, ça se passe. Marco, on va revenir sur votre beau parcours d'auteur, puisque je crois que vous êtes à 16, peut-être même 17 livres, si je compte bien. Et donc, on va parler aujourd'hui d'un livre qui avait fait beaucoup de bruit, mais on va en parler plus en détail, qui est Bande de Français, qui a été traduit et qui est sorti ici aux États-Unis sur Goodbye Paris, Shalom Tel Aviv. On va en reparler aussi tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours, et c'est un parcours quand même qui est fait de très belles rencontres, parce que votre premier soutien de choix, c'est Eric Orsena, qui vous a repéré. On est en 1979, c'est le début de votre carrière. C'est quand même assez magique pour un jeune auteur. Oui, mais Eric Orsena lui-même était un jeune auteur à l'époque. C'est vrai. Enfin, il a 4 ans de plus que moi, donc c'était alors, mais c'est la rencontre, la façon dont ça s'est passé qui était formidable. Un copain qui m'a dit, tu sais, j'ai dîné hier avec un type qui fait une collection chez Ramsay de romans. Tu devrais lui envoyer tes 30 pages. Et donc, je lui ai envoyé. Et en retour, j'avais pas le téléphone à l'époque. Et donc, Eric m'a envoyé un télégramme où il avait écrit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, 3 fois. Donc, ça coûtait plus cher. Et c'était le premier investissement d'un éditeur sur moi. C'est formidable. C'était encore la belle époque où on pouvait envoyer 30 pages pour tenter d'être Ouais, mais moi, lu et d'être. je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture d'essayer quand même de continuer à intéresser des éditeurs avec 30 pages, avec un pitch, mais pas parler de littérature dès le départ, quoi. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est intéressant. Alors, la même année, vous recevez le prix du premier roman. Et Bertrand Poirot-Delpech disait, et là je vais quand même le citer, si l'on juge un premier livre et ses promesses à ce qu'une voix inouïe s'y fait entendre, c'est gagné. On se dit quoi à ce moment-là, vous, jeune auteur, qu'on a du talent, qu'on a de la chance, que c'est un destin formidable qui s'ouvre à vous? On pense quoi? On perd la tête. Parce qu'il y a Poirot-Delpech, et puis je passe à apostrophe. Et du coup, quand je vais au resto, les gens s'arrêtent de manger, ils me regardent, parce qu'à l'époque, il n'y a que deux ou trois chaînes de télé. Donc tout le monde regarde apostrophe.
Donc pendant au moins une semaine, on est un peu. Alors quoi, Puis, je sais pas, je trouve que l'année du premier roman, je sais pas comment c'est pour les autres, mais j'ai envie d'écrire un livre qui s'appellerait L'année du premier roman. C'est vrai Parce que parce que c'était vraiment magique, quoi. et c'est vrai, et même pour les auteurs peu connus, un premier roman, c'est une telle aventure quand on tient son livre entre les mains la première fois que c'est vrai que cette première année est magique. C'est une bonne idée, ça, Marco. Il va falloir s'y mettre. Alors, mais je ne sais pas quoi mettre dedans parce que, je vous fais confiance. Par exemple, avec Orsena, on aimait bien faire des booms et alors on mettait des télés sans antenne pour faire la lumière. Ça faisait une lumière bleutée, quoi. C'est des conneries comme ça, quoi. C'était assez drôle, quoi. Ah, c'était une autre époque, hein. On est tous un peu nostalgiques. Il y a peut-être des choses à raconter, justement, notamment aux jeunes générations qui ont des vies un peu moins drôles que nous, hein, il faut le dire. Je pense que toutes les époques sont formidables. Alors, je voudrais revenir aussi aux 2 ans que vous avez passé entre 80 et 82 à la Villa Médicis, parce que c'est une expérience quand même qui fait rêver énormément d'artistes. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Et est-ce qu'on travaille beaucoup dans cette Villa Médicis? Oui. Ouais, c'est vrai? Oui, c'est bizarre, mais les gens travaillent. Alors maintenant, ils y restent plus 2 ans. À mon époque, c'était 2 ans. Et à l'époque de Berlioz, c'était 5 ans. Alors, dans ses mémoires, Berlioz, il raconte que ça l'énervait d'avoir eu ce truc-là, juste au moment où il tombait amoureux d'une nana à Paris. Et il était obligé d'aller à Rome. Et à l'époque, on ne prenait pas le train ou l'avion, il allait en calèche. Donc ça prenait 6 jours, je ne sais pas combien de temps pour y aller. Et alors il avait qu'une envie, c'est de rester à Paris avec cette fille, quoi. Alors, évidemment, quand on arrive là-dedans, et on commence à rentrer à ce moment-là dans une espèce de parenthèse où on ne vit plus sa vraie vie. Oui, j'imagine, vous êtes entouré d'artistes, de gens qui rêvent. Non, déjà, le lieu, est sublime. C'est un lieu extraordinaire, d'une beauté à tomber par terre. Alors, tous les mecs qui sont là, toutes les filles, sont dans la misère en tant qu'artistes, en tant que jeunes artistes. Et donc, pour la première fois, on a un salaire, on est servi par des majordomes en veste blanche, des camérières. Et alors, quand tu arrives, on te dit... il y a le problème du logement. Alors, il y a un peu de concurrence entre les gens et tout. Et alors, on te demande qu'est-ce que tu veux comme meuble. Et moi, à l'époque, j'avais tellement peur de me lancer dans mon 2e roman que j'ai dit, je veux une écritoire, parce qu'on dit une écritoire, on ne dit pas un écritoire. Et le menuisier m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais ça ressemble à quoi, une écritoire? Et je lui dis, bah voilà, c'est un truc pour écrire debout. Je pensais à Victor Hugo qui écrivait tous les matins. Avec une plume aussi. Et alors, il me dit, bon, je vais essayer. Au bout d'un mois, il vient me voir, il me dit, bah, je n'y suis pas arrivé, hein, je ne comprends pas à quoi ça correspond. Je vous ai fait un bureau. Il me dit, mais si tu veux, je te donne un chevalet de peintre. Oh, je lui dis, ouais, si tu veux, d'accord, donne-moi son chevalet. Un chevalet tout neuf. Et alors, il y a 2 pensionnaires de chaque catégorie, de chaque discipline. Et il y avait un peintre qui était là, comme pensionnaire. Et un jour, il vient chez moi, il voit ce chevalet flambant neuf, alors que lui, il avait demandé un chevalet, ce qui était vraiment quand même plus justifié pour lui que pour moi. Donc, je lui ai donné. Comme ça, on a conclu l'affaire. Alors, justement, ça m'évoque aussi une question, à savoir que j'imagine qu'on fait des rencontres juste extraordinaires en 2 ans avec des gens peut-être du bout du monde qui s'inscrivent dans votre vie. Maintenant, il y a des gens du bout du monde. Non, à l'époque, c'était que les gens n'avaient même pas le droit de rentrer à la villa. On leur disait que c'était en travaux. D'accord. Mais il y a quand même des gens qui vous ont marqué. Il y a des gens avec qui vous avez gardé contact. Il y a eu des belles rencontres. Ceux qui sont morts, j'ai eu une aventure extraordinaire. J'avais la même petite amie que Alberto Moravia. Et lui, il avait 80 ans. Et moi, j'en avais 29, 28, oui, 29. Et c'était une fille, une danseuse belge, vachement jolie et tout.
Mais elle m'énervait parce qu'elle disait tout le temps, en parlant de Moravia qui avait 80 ans, elle disait « Alberto est un garçon qui… » à 80 ans. C'était quoi qui vous gênait, le Et, mot garçon? oui, le mot garçon pour un homme de 80 ans, quoi. Et en fait, elle avait raison. Et je m'en suis aperçu parce elle a organisé un déjeuner chez lui. Et donc, moi, Moravia, pour moi, c'était un monument, quoi. Et j'arrive chez lui au moment où il arrête juste à peine de ses 4 heures de travail quotidienne. Et il avait pris la peine de lire mon livre. Et donc, j'ai compris là que ce qui faisait de lui un garçon, eh ben, c'est qu'il travaillait, même à 80 ans, 4 heures par jour, il écrivait tous les matins pendant 4 heures. Et elle avait raison, cette fille, c'était un garçon. Et vous, ça ne vous fait pas plaisir qu'on parle de vous en parlant de garçon, ou de moi en parlant de fille, ou de femme et d'homme? Non, mais elle parlait de lui, elle ne parlait pas de Ouais, moi. non, je sais bien, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des termes comme Alors ça. aujourd'hui, c'est maintenant, c'est moi le vieux. C'est ça. Alors ben non, parce que ici, quand moi je vis dans un quartier c'est un quartier de jeunes, quoi. C'est un quartier un peu bohème. Et puis moi, je vis aussi comme un mec de 30 ans. Je sais pas, j'ai pas d'horaire. On en parlera de ça parce que quand on lit votre livre, c'est un peu c'est la question qui ressort. Hein. Est-ce que vous êtes quelque part, alors je dirais pas Manu parce qu'il a une vie un peu spéciale, mais ce personnage qui vit au milieu d'une génération, voire deux en dessous de lui. Donc ça, c'est une question que je vais vous poser après qu'on va commencer à rentrer dans le livre. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi encore sur votre parcours. Il y a dans votre parcours une autre chose qu'on connaît moins peut-être, qui est l'écriture de pièces de théâtre. Et vous avez notamment monté Le Roi des Schnorreurs, qui s'est joué au Festival d'Avignon en 95. Là encore, c'est une expérience différente. C'est le Festival d'Avignon. C'est quelque chose qui vous a plu de jouer à l'auteur de théâtre? Ben non, d'abord, je suis arrivé en retard le jour de la première. Je n'avais pas vu l'heure. Mais à Avignon, il y a des pièces tout le temps, Oui. à toutes les heures, même le matin. Donc moi, je croyais que c'était comme un théâtre normal, qu'on allait à 20h ou à 20h30. Et donc j'arrive à 20h et ça faisait déjà une demi-heure qu'ils étaient sur scène et qu'ils jouaient ma pièce. Et j'ai dit à l'ouvreuse à l'entrée, elle me dit « mais vous ne pouvez pas rentrer maintenant ?» Et je lui dis bah, « j'aimerais bien voir quand même, je suis l'auteur de la pièce. » L'auteur de la pièce, oui. Alors elle m'a dit « ah bon d'accord, alors entrez. » Elle m'a fait entrer. Et c'était marrant comme sensation parce que dans le noir, j'entendais le texte que j'avais écrit. Mais il y avait un petit problème, c'est que l'acteur principal était en cure de désintoxication, c'était un alcoolique, et il avait régulièrement des trous de mémoire. Wow. Et ses partenaires crevaient de trouille parce que c'était lui qui commençait la pièce. Et ils ne savaient pas, les autres, s'il allait se souvenir de sa première réplique ou pas. Et c'était un suspense tous les soirs au Festival d'Avignon. On ne savait pas s'il allait se souvenir ou pas de sa réplique. Moi, je dis bravo au metteur en scène d'avoir pris un tel risque, hein, parce que franchement, c'est… Non, mais c'était un grand acteur, mais ça tombait mal. Il était en train de faire une cure de désintoxication. Il ne voulait plus boire. Il vous arrive toujours des choses, quoi, finalement, Marco. Alors, ce qui vous arrive aussi, c'est que pendant 30 ans, vous publiez dans les plus grandes maisons, pour en citer certaines, Fayard, Grasset, Julliard, Lattès, Calman Lévy, Robert Laffont, en livre de poche aussi. Vous les avez quasiment toutes faites ou presque. C'est quoi? C'est un besoin de changement pour s'inscrire dans une carrière complète? Je suis un névrosé. C'est quoi? Je suis un névrosé. Ah, vous êtes un névrosé. Oui. C'est une réponse comme une autre. C'est-à-dire… Donc, c'est quoi? C'est vous qui aviez besoin d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs? Ou est-ce que ça ne se passait pas toujours très bien? Oui, probablement, parce que j'ai en moi une insatisfaction chronique. Donc, voilà, je changeais d'éditeur comme de chemise, quoi. Enfin, c'était aussi magnifique. C'était aussi un jeu avec le désir, quand même, parce que j'avais besoin d'être désiré.
Et donc, j'aimais bien que des éditeurs se disputent à mon sujet, tout ça, ça me faisait, c'était la meilleure gratification au fond, quoi. Alors, à chaque fois, ils regrettaient après de s'être engagés parce que je vendais rien du tout, hein. Mais, mais sur le moment, c'était excitant, quoi. Et d'ailleurs, c'est une fausse réputation que j'ai en plus, hein, parce que il est arrivé aussi que ce soit ces éditeurs-là qui voulaient plus de moi. Pourquoi? Ben parce que je vendais pas assez. Vous vendiez pas assez. Est-ce que vendre pas assez, c'est dû à quoi? C'est dû à la maison qui fait pas son travail ou c'est à l'auteur? Je sais pas, moi je crois que comme j'ai beaucoup écrit sur les Juifs tunisiens notamment, je pense que les Juifs n'intéressent le public français que dans le cadre de la Shoah. Et que pour le reste, ce que nous, on peut avoir à dire, enfin moi, je ne vois pas pourquoi je généralise, puisque mon ami Michel Boujna, il s'est devenu une star avec sur les mêmes thèmes. Donc, en plus, c'est moi qui lui ai dit de faire ça. On faisait du théâtre ensemble quand on avait 22, 23 ans. Et lui, il voulait perdre son accent. Et il voulait devenir directeur du TNP. Donc, théâtre subventionné, artiste officiel, etc. Et un jour, on était en voiture comme ça, et je dis, mais pourquoi tu veux perdre ton accent? Après tout, cet accent, c'est la dernière trace de nos origines, quoi. Et on a commencé à discuter, et puis moi, j'ai quitté la troupe parce que j'étais vraiment pas fait pour faire du théâtre, et j'ai été écrire mon premier roman. Et lui, il a monté son premier spectacle 3 mois après. Un fameux spectacle, on s'en souvient encore, moi, c'était pas celui de l'Olympia, mais je me souviens de celui de l'Olympia d'une femme qui s'est cassé le nez derrière parce qu'elle a ri trop fort sur le siège avant. Donc, on se souvient de ses premiers spectacles. Alors, on va parler un peu de ce livre parce que, alors, il y a eu d'abord autre chose. Alors, on parlait de ce livre parce que je voulais faire un lien avec Patrick Besson. En 2012, ce premier lien avec Patrick Besson, c'est quand il parle de votre livre qui s'appelait Mon cœur de père. Et il écrit de vous, combattant du style. Il est resté cru comme un guerrier tartare et en 30 ans d'exercice littéraire patient, il n'a jamais cédé au mauvais goût du jour. Vous lui avez écrit à ce moment-là, vous avez réagi à ces paroles qui sont juste extraordinaires. Il y a un lien qui s'est instauré où je crois que non, vous ne l'avez jamais rencontré. C'est-à-dire que Patrick Besson écrivait déjà sur mes livres depuis 1990. D'accord. Et en 25 ans, il a dû produire 6 ou 7 articles sur mes livres. Et jusqu'à il y a 2 ans, je ne le connaissais pas. Alors, et je ne voulais pas le connaître. Et vous avez réagi ? Je lui envoyais à chaque fois un mot de remerciement. Et puis, il y a eu l'affaire du Renaudot, dont il est juré. Et c'est lui qui m'a proposé, qui m'a proposé à ses collègues du jury. Et donc, c'est de là qu'à partir de là, bon, le rapport a changé et on a pris contact et on a déjeuné ensemble, on a dîné, pardon, mais j'avais déjà mangé. Alors, voilà, et puis, voilà, c'était bien, quoi. C'est un type qui est complètement incorruptible, quoi. C'est-à-dire que moi, il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et il écrivait régulièrement des papiers incroyables sur mes bouquins, quoi. Oui, c'est intéressant parce que c'est un monde extrêmement sclérosé, donc c'est vrai que c'est intéressant d'être un peu un ovni comme ça dans ce monde-là. Ouais. Alors, changement de vie fin 2011, vous faites votre alia, donc ça veut dire que vous décidez d'aller vivre en Israël. Vous choisissez la ville qui ne dort jamais. D'ailleurs, c'est rigolo ce direct New York-Tel Aviv parce que c'est les deux villes dans le monde qui ne dorment jamais. Enfin, nous, on dort un peu en ce moment, mais c'est provisoire. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi Tel Aviv? C'était une ville qui vous ressemblait? Ouais, je pense. Ouais. Alors, je sais même plus pourquoi j'ai choisi Tel Aviv, parce que voilà, c'était la ville qui ressemblait le plus au mode de vie qui est le mien, hein, qui le permet le plus. Jérusalem, c'est une ville un peu sacrée, quoi.
c'est une ville un peu trop Un peu simple lourd. pour moi. Ouais. Donc voilà, j'ai pensé, mais je pense que j'avais une autre raison, mais je l'ai oubliée là pour l'instant. Ça va peut-être venir en cours d'entretien, si ça vous revient, vous Je sais m'interrompez. que Vous me dites, j'avais j'ai une raison. trouvé. Ah oui, Eureka, je sais pourquoi je viens de Tel Aviv. Tiens, il y a quelqu'un qui passe derrière vous. Oui, ça c'est les joies du direct aussi. Vous y allez les ampoules qui claquent, moi Non, mais j'ai le passage. c'est pas un cambrioleur. Non, tout va bien, je connais, dites rien. Alors, allez, on va être un peu plus sérieux, on va revenir sur ce roman. Donc voilà le roman qui a défrayé la chronique. Donc sélectionné pour le prix Renaudot. Donc il arrive parmi les 17 finalistes, si je ne me trompe pas. Et puis tout d'un coup, le tollé, les syndicats de la librairie française s'offusquent, que vous êtes un auto-édité chez Amazon, en plus le plus gros concurrent. C'est juste pas possible que vous soyez en finale pour le prix Renaudot. Alors, Ah oui, avant de alors, revenir, ouais, avant de revenir sur l'histoire, j'ai quand même une question. Pourquoi tout d'un coup vous êtes parti en auto-édition? Vous avez été publié partout, par tous, et tout d'un coup, c'est le choix de l'auto-édition. Pourquoi? c'est parce qu'aucun éditeur n'en a voulu. Et pourquoi? Alors, il y a différentes explications. Moi, je n'ai pas une explication absolument sûre. Est-ce qu'on vous Je a donné une pense explication? d'abord… Comment? On vous a donné des explications? Vous avez eu des réponses? Ou Ah, vous mais avez... ça tenait pas debout, quoi. Hmm. Dès qu'il commençait à argumenter, ça devenait carrément odieux, quoi. Enfin, Oui, plutôt oiseux, ça devenait plutôt oiseux qu'odieux, d'ailleurs, ouais. parce qu'il y en a un qui essayait de me démontrer qu'il connaissait la société israélienne, par exemple, etc. Bon, enfin, bref. Non, moi, je pense que je me suis dit, un éditeur qui publie un tel livre, il faut qu'il le soutienne. Et le soutenir, ça veut dire voilà, il y a des milliers de Français chaque année qui quittent la France à cause de l'antisémitisme qui y règne et qui provient quand même en grande partie des populations musulmanes. Et donc on rentre là dans une polémique et surtout dans quelque chose qui heurte profondément les élites françaises, qu'ils appellent du racisme probablement, parce que je pense que la vraie raison pour laquelle ce livre n'a pas été publié, c'est qu'aujourd'hui, le mot Israël, le mot sioniste sont devenus des gros mots en France. Bon, alors un peu moins en Ça, ce moment, hein, parce qu'à la télévision aujourd'hui, oui, Israël mais brille à ce de moment-là, tout feu grâce à la Covid. ouais, mais enfin, ça reviendra vite. Parce que Alors, c'est un point de vue qui traverse, y compris les gouvernements. C'est le point de vue du Quai d'Orsay. Et donc, moi, en tant qu'écrivain juif, séfarade, sioniste, et ayant fait son alia, je deviens, bon, disons, un pestiféré, quoi, et pourtant, dans vous les êtes... milieux intellectuels français, parce que l'israélophobie ne se trouve pas seulement dans les médias, mais elle se trouve maintenant à l'université. Elle a également contaminé les milieux de l'édition, du showbiz aussi, etc. Et donc, je pense qu'aucun éditeur, sachant que déjà, je ne vends pas beaucoup, n'allait prendre le risque de publier pour la 40e année de suite un type comme moi, quoi. Un type comme vous, alors là on le voit pas sur l'édition que j'ai, mais à la base, vous l'aviez sorti dans une maison d'édition inventée qui s'appelait Galligra Sud, donc compression de 3 maisons. C'était aussi une façon de lancer un message à la profession. Non, 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 alors non, parce que, enfin, c'est peut-être un message, non, c'est un grand mot. Non, non, c'est, qu'est-ce que j'avais pas appelé ça, les éditions Coscas ou les éditions du coin de la rue ou je sais pas quoi. Et donc j'ai repensé à cette formule qu'avait eue Jérôme Garcin, le critique littéraire, au sujet de l'attribution des prix en France dans les années 80. Il avait trouvé cette formule et c'était Galligraseuil. Et depuis, il y a le Actes Sud qui est rentré dans la danse. Et donc, j'ai un peu fait une variation sur ce thème, quoi. Alors, Voilà, ça me donc, pose… Et il faut dire que moi, j'ai jamais eu de problème pour être édité. mais oui, Et du vous même avez un très beau coup, parcours. Ouais. ce refus
collectif, catégorique et unanime, ça m'avait, disons, vraiment bouleversé, quoi. J'avais envie de les tuer, quoi. Oui, c'est une J'avais gifle. juste envie de les tuer. Donc, tu sais quoi, la première réaction, une fois l'énervement passé, c'est je m'en fous, j'y vais, je pars seul. Ce Non, livre, c'est il va vraiment du sortir. désespoir. Non, 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 c'est vraiment un sentiment d'humiliation, quoi. Un Alors, sentiment d'humiliation, d'être indésiré, alors que j'avais toujours été un écrivain désiré par les éditeurs. Et donc, c'était un rejet, quoi. C'était un rejet comme un... Je ne sais pas à quoi ça peut se comparer, mais bah, voilà, pour moi, c'était une grande souffrance, c'est quoi. le rejet de milliers d'auteurs français chaque année qui envoient leurs manuscrits. Je rappelle, un Oui, mais manuscrit ça sur n'avait pas été 3000. mon cas Non, mais avant, moi. je sais bien. Donc, vous, Et donc, effectivement, ça a été. je peux pas partager ce qu'éprouvent des milliers d'auteurs rejetés chaque année, puisque moi, je ne l'avais jamais été. Ouais. Donc, ça me remettait en cause, mais violemment, quoi. Alors, Patrick Besson ne vous oublie pas, puisqu'il propose donc ce livre auto-édité chez Amazon pour le Ah oui, prix mais Renaudot. auparavant, il y consacre sa tribune dans Le Point, Oui, c'est un où article que j'ai vu. il parle du livre et il fait une critique formidable. Et il dit à la fin, s'il y avait une justice, Bande de Français serait le best-seller de l'été et l'un des favoris des prix de l'automne. Wow. Et Et il alors, joint le geste à la parole voilà. en le mettant en lice, ça vous a surpris. C'est enfin une très belle surprise, mais vous attendiez certainement pas à être dans un prix de premier plan après Non, non, l'aventure de non, ce non, livre. non, 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 c'était un livre qui était vraiment promis à l'anonymat total. Dans le cyberspace d'Amazon. Et puis, voilà, ça a été le miracle. Les faits se sont enfin penchés sur lui Alors, et finalement, ouais. ça a été une magnifique aventure. Alors, ce qui s'est aussi penché sur lui, donc, ce sont les libraires de France. Mais finalement, ils vous ont fait une extrêmement bonne publicité parce qu'on en a parlé Et oui, mais partout. Je veux ben dire, oui, nous, parce que ici aux alors États-Unis. les libraires ont demandé donc que je sois expulsé de la liste parce Mm, que le livre était uniquement disponible sur Amazon. Et du même coup, ils ont fait leur travail de libraire qui consiste à faire connaître les livres. Et donc, toute la presse, non seulement française, mais européenne, s'est emparée de l'histoire. Et le correspondant de Haaretz à Paris, Dov Alphon, a juste raconté l'histoire comme ça dans un petit post sur sa page Facebook. Et ici, alors, c'est devenu une histoire, mais monumentale, avec... enfin bon, ah, c'était... ça reste un cas d'école qui peut faire peut-être jurisprudence, on va voir comment on dit, mais c'est vrai que l'auto-édition est tellement maltraitée et tellement mal perçue. Tout d'un coup, on parlait que de ça, on expliquait que l'auto-édition pouvait être d'une qualité qui lui permette d'être sélectionné pour un prix, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas au final. Donc, ça a été un peu un coup d'éclat dans le monde de l'édition. Vous n'êtes pas passé inaperçu. Et Ben, donc, ça, c'était assez paradoxal que ce soit le livre dont on parle en cette rentrée littéraire 2018, quoi. ouais. Alors, vous répondez pas vous répondez pas tout de suite pour reprendre un peu, pour reprendre le récit. Vous répondez pas tout de suite. Et puis donc le Renaudot, bien sûr, cède à la pression, retire le livre de la sélection. Et puis vous décidez quand même à parler dans une lettre ouverte. Et puis vous faites pas que parler, vous lancez aussi un défi aux maisons d'édition. Vous leur dites le livre, si vous le voulez, je le retire d'Amazon, il est pour vous. Mais pourtant, Au libraire. ah, au libraire. Oui. Oui, au libraire, parce que les libraires, comme souvent en France, l'idéologie l'emporte sur tout. Alors, je ne sais pas, moi, les libraires, c'est des petits commerçants. Donc, moi, si je suis un petit commerçant, à quoi je pense? Eh bien, je pense à mon chiffre d'affaires. Je pense à faire tourner ma boutique. Donc, j'ai dit aux libraires, plutôt que de dénoncer comme des klebs un auteur, si vous voulez vendre mon livre, il est à votre disposition, vous pouvez le commander chez moi, il n'y a pas de problème.
Évidemment, ils n'ont pas donné suite. Parce que ce qui était important pour eux, c'était de dénoncer Amazon. En France, la dénonciation, et c'est le même mot pour dénoncer son voisin ou pour dénoncer une injustice, hein, vous remarquerez. Alors, La dénonciation, c'est un sport national. Alors, entre-temps, il y a quand même des libraires qui aujourd'hui ont des auto-édités en librairie, qui font ce travail, un peu comme les galeristes, hein, de découvrir des talents. Et puis, pour avoir parlé aussi avec de nombreux libraires, ils ont aussi beaucoup les mains liées. Et c'est extrêmement compliqué aussi de sortir du cadre établi. Enfin, voilà, je crois que tout le système est extrêmement Non, mais de toute façon, tout le système est à revoir. Hein. L'économie de l'édition ne tient pas debout. Il ne peut pas y avoir autant de livres et qui coûtent aussi cher, par exemple. C'est pas possible. Ce qui coûte cher, c'est ce qui est rare. Comment ça se fait qu'un livre, aujourd'hui, un livre de chez Grasset ou de chez Gallimard, ça coûte 18 €, mais c'est une ruine. Quand on veut acheter 2-3 livres, parce qu'après tout, on achète un livre, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas un vêtement, on ne l'essaye pas. Donc, en confiance, il faut donner tout cet argent. Je pense qu'il y a un vrai problème là. Il y a un vrai problème, il y a trop de livres et ils coûtent trop cher. Alors, vous pensez quoi? Vous pensez que les choses vont changer, que peut-être que ce qui s'est passé avec votre histoire non, peut faire changer les choses? Non, je pense que le monde de l'édition va connaître vraiment un tremblement de terre, oui, je pense. Ouais. Donc, ça veut dire que demain, il faudra vraiment revenir. Là, je tente une expérience formidable, par exemple. J'ai écrit sous pseudonyme un dictionnaire des expressions françaises que je pensais destiné au public d'Afrique, mais ils n'ont même pas de carte de crédit pour l'acheter sur Amazon, donc c'était un calcul idiot. Mais il y a beaucoup de traducteurs freelance qui m'ont contacté à l'époque où j'ai sorti Bande de Français, et donc je les ai relancés. Et ce livre-là, va sortir au mois de septembre, traduit en 10 langues différentes. Waouh, quelle belle aventure, j'aime ça. Et c'est vraiment une aventure éditoriale. Ouais. Et je pense que c'est ça qui manque dans l'édition en France, c'est cette envie de casser les cadres. Les codes, ouais. Et alors, vous pensez que ce qui vous est arrivé peut faire bouger les lignes, au moins auprès du grand public? Vous pensez que le grand public a un regard différent sur l'auto-édition aujourd'hui? Non. Vous avez quand même vendu plusieurs milliers de copies, donc pour vous, vous les avez vendues parce que c'est votre nom, c'est votre histoire. Non, je les ai vendus parce qu'il y a eu un buzz. Il y a eu un buzz. Voilà, je les ai vendus pour cette raison-là. Et j'espère en revendre encore si Arcadie arrive à monter le film dont il m'a acheté les droits pour en faire un film. J'espère qu'il va arriver à le monter malgré la situation terrible du cinéma français actuellement en France. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est un scoop, mais c'est une très bonne nouvelle. On espère voir. Non, je l'ai dit il y a très longtemps. Mais ce que je me demande surtout, c'est comment il a trouvé mon numéro de téléphone. Boujna. Non, il ne l'avait pas. Non, Boujna ne l'avait pas. Non, parce que Boujna, je l'ai revu quand il est venu en Israël il y a 2 ans, mais je ne le revoyais plus depuis 30 ans. Donc, non, je ne sais pas. Il y a quelques petites réactions là en direct. Alors, il y a une auteure française qui vit aux États-Unis qui me dit « Je suis d'accord avec ce que vous dites, Marco, en France, on s'intéresse qu'aux Juifs à travers la Shoah. » Une autre auteure qui vit aussi à New York qui parle donc du système et qui dit que le point d'étranglement du système, c'est la distribution. La part du libraire en pourcentage sur le livre est plus importante. Vous avez écrit un petit débat en ce moment en direct sur le débat, oui, il y a un débat parce que le seul qui ne soit pas payé, c'est l'auteur, par exemple. Ouais. Entre 8 et 10%, je crois, hein, en moyenne. Moi, je ne sais pas, mais chez Amazon, moi, je touche 35% de droits d'auteur. Je fixe le prix de mon livre moi-même et je touche 35%. Sur les e-books, sur les livres électroniques, 70%. Je touche 70%. Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème
on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire, oh là là, il faut préserver les librairies et machin. Ça ne veut rien dire. C'est comme si, au 19e siècle, on disait, il faut préserver les cochers et pas se servir de la machine à vapeur. Non, mais Donc, c'est exactement... il y a d'autres choses qui sont en train de se monter. Je crois qu'à côté de Toulouse, il y a un libraire qui vient de monter une librairie où on ne trouve que des auto-édités et des livres d'occasion. Parce que voilà, la volonté de... Enfin voilà, donc, non, mais, en tout cas, je pense qu'il y a des concepts aussi qui sont... Je pense que le problème n'est pas entre les auto-édités et les édités. Non, non, non. Mais le vrai problème, pour moi, c'est la quantité de livres qui sont lancés par des éditeurs, mais qui sont lancés pour d'autres raisons que l'intérêt de ces livres ou leur perspective commerciale. Ce sont des livres qui sont lancés parce qu'ils permettent aux éditeurs de générer de la trésorerie, puisque les diffuseurs leur payent ces livres à l'avance. Donc, c'est un système extrêmement vicieux et qui ne peut pas durer éternellement. Ouais, c'est ça que je pense. Mais de toute façon, les libraires vous disent qu'ils reçoivent beaucoup trop de livres. Hein, et en plus, les libraires ne peuvent pas faire front. Ils peuvent pas faire front. Ils ne peuvent pas faire front, ils ne font pas face. Et puis, ils vous disent que, voilà, ils vous disent que parfois, mais les cartons, ça peut front, on dit. Faire face. Je fais ça bien, faire front. Peut-être, attendez, on peut réécrire. Vous le mettrez dans votre dictionnaire. Et non, il y a ce problème-là. Et puis après, il y a le problème de temps de vie dans une librairie d'un livre. Je veux dire, un livre, il reste 6 semaines maximum. Donc, nous qui sommes sur Amazon, parce que je suis aussi auteur sur Amazon, nous, nos livres, enfin, moi, j'ai des livres qui sont là depuis 3 ans, qui continuent de se vendre, et vous aussi. En librairie, c'est vrai que le livre a une durée de vie extrêmement minime. Donc, à l'auteur de se battre aussi. À cause de cette surproduction. Allez, on va parler un peu du livre. On a beaucoup parlé. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour me faire le pitch. J'aime bien quand c'est les auteurs qui racontent... le pitch de Bande de Français, il faut déjà que je m'en souvienne, ça fait 3 ans qu'il est sorti. Alors, il y a Manu, il y a Juliette. Ça parle de quoi déjà? Il y a Elias, Manu, Juliette. Non, alors, donc l'héroïne, c'est Juliette, c'est une Française, mais qui a toujours vécu à Jérusalem, qui vient à Tel Aviv rejoindre un nouvel immigrant bardé de diplômes, mais qui dort dans la rue et qui crève de faim. Et dont elle est follement amoureuse. Seulement, lui, il n'est pas amoureux d'elle, il est amoureux d'une autre. Et c'est sur ce chagrin et cette humiliation que démarre une histoire à 3 personnages, plus les amis autour, qui sont tous évidemment des Français. Et au beau milieu de l'aventure, au beau milieu de l'histoire, surgit un crime, enfin, un crime, c'est pas un crime, c'est une intrigue criminelle. Elias, le héros, arnaque des Bédouins pour se procurer de l'argent pour offrir un bijou à celle qu'il aime, Olga, et par un concours de circonstances atroces, ce sont ces victimes qui sont arrêtées, c'est-à-dire les Bédouins. On ne va pas en dire plus. Et donc, si on va en dire plus, parce que la problématique à ce moment-là, la problématique du livre, c'est la conscience. Est-ce que, voilà, on ne peut pas laisser une injustice triompher. Donc, comment, avec quels arguments romanesques, on va faire en sorte que, n'ayant pas payé pour ce qu'il a commis, il paye pour ce qu'il n'a pas commis. Voilà, il avait un tikkun. Exactement. Alors, pourquoi, alors, on comprend bien que la liane n'était pas si loin, mais pourquoi avoir voulu écrire sur ces Français qui, comme vous, avaient décidé de larguer les amarres pour vivre en Israël? Parce que j'écris sur ce que je vois, sur ce qui m'entoure. Ouais. Il y a eu une période où j'ai inventé, dans mon premier roman, le deuxième aussi, j'ai inventé des histoires qui ne me sont jamais arrivées. Mais là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui étaient des héros de romans. Des gens qui avaient rompu avec leur milieu d'origine, avec la France, avec leurs conditions initiales, et qui partaient comme ça à l'aventure. Et des gens de tous âges d'ailleurs, hein, parce que dans le livre, il y a essentiellement des trentenaires, mais on il y a aussi Manu. Les âges.
Et donc, c'est cette rupture de banc qui me plaisait beaucoup. Alors, ça veut dire que Manu, Elias, Juliette, ils existent? C'est des personnages que Ah, vous ils avez existent rencontrés? tous. Ouais. Ils existent tous, sauf Manu. Ouais. Parce que Manu, c'est un peu vous et c'est pas vous à la fois. C'est-à-dire que d'abord, c'est un acteur porno à la Oui, c'est retraite. pour ça que j'ai dit c'est pas vous à la fois. Quoique peut-être que j'ai un autre scoop ce soir qui va sortir. Non, non, c'est pas ça. C'est que moi, je me suis souvent demandé si c'était bien d'être un acteur porno. Si c'était bien. Quel genre de vie, Ouais, quel genre de vie c'est? ouais. Parce que l'essentiel de la vie, quand même, en général, pour les êtres humains, c'est la recherche de l'amour. Et un acteur porno ou une actrice porno, c'est leur métier de faire l'amour, ou de copuler, en tout cas. Alors, je me demande quand ils rentrent le soir chez eux, s'ils ont une femme ou un mari, est-ce qu'ils Est-ce le qu'ils font font aussi pareil? avec leur partenaire? Ouais, je Bon, crois qu'on s'est tous posé cette question. et ce qui m'intéressait dans le personnage de Manu, pourquoi j'ai fait le personnage de Manu? Parce que je voulais qu'il soit incapable de séduire une femme, mais qu'il soit amoureux d'une femme. Et donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à coucher avec des femmes, puisque c'était sa vie professionnelle, et qui, retiré de ce métier, ne sait même plus comment on fait pour séduire une femme. Donc, c'est ça qui m'intéressait chez lui. Parce que moi, j'ai une vie où j'étais couvert de femmes, et puis du jour au lendemain, ça s'est totalement tari. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire que Manu ne devait pas être un écrivain détective comme moi, mais un acteur porno. Oui, et puis ça vous permet aussi de resituer Manu dans sa bande de trentenaires, comme vous, c'est Voilà, un moi peu comme aussi ça je que vous vis parmi vivez. des trentenaires, des quadras, mais c'est pas volontaire, hein, c'est comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, quoi. Alors, vos personnages, ils sont un peu écorchés, alors c'est pas toujours négatif, hein, mais ils sont écorchés, ils se cherchent quand même constamment dans la vie privée comme dans la vie perso, enfin dans la vie professionnelle, parce que ils font des petits jobs à gauche, à droite, ils regardent ce qui est possible de faire pour remplir le frigidaire. Et ça, c'est à l'image de beaucoup de gens à Tel Aviv, cette espèce d'errance comme ça, qui n'est pas toujours négatif, hein, cette espèce d'errance un peu bobo, un peu hippie, je ne sais Euh, pas. oui, enfin je sais pas, j'ai pas de choses très précises à dire là-dessus. Je regarde les gens vivre. Ça ressemble en tout cas, à ce que vous connaissez, à ce qui vous entoure, au Tel Aviv qui vous entoure. Ouais, quand même, hein, quand même. Mais alors, il faut remarquer aussi quand même que Juliette, par exemple, c'est une fille qui a un métier, elle est historienne de l'art. Oui, oui, mais enfin bon. Donc, elle travaillait au musée de Jérusalem et elle se retrouve à Tel Aviv à devoir refaire sa place dans une ville qui est très, très agitée par toutes sortes de formes d'art, etc. Mais elle y arrive. Oui, Elle y alors c'est arrive ça qui est bien. intéressant, c'est que vos personnages, ils se démerdent. Je trouve que c'est Ah aussi oui, là, oui. voilà, ils se démerdent, ils trouvent toujours un moyen de gagner leur vie, d'habiter chez quelqu'un, de finir une soirée quelque part. Non, mais c'est vrai. Et donc, on a l'impression que votre livre, c'est un peu un guide de Tel Aviv, que Tel Aviv, c'est ça, quoi. C'était cette espèce Oui, il y a des gens qui de- le lisent comme ça, ouais. ouais, Il y a ouais. des gens qui le lisent comme ça. Et en septembre, d'ailleurs, je vais publier mes chroniques de Tel Aviv. Parce que sur Facebook, depuis 8 ans, je tiens des chroniques de Mm, Tel Aviv, mm. alors qui parlent de telle piscine, de tel imprimeur qui est en même temps radiologue, de tel restaurant, de telle rue, de tel personnage. Et j'en ai accumulé comme ça une centaine que je n'aurais jamais écrite d'ailleurs s'il n'y avait pas eu Facebook. Oui, parce que moi Parce du qu'il coup, aurait fallu ouais, parce que moi, en vous suivant sur Facebook, je me suis dit, voilà, je sais comment Marco écrit. Marco, il se met une terrasse de café, il regarde le monde qui oui, vit, qui bouge. enfin, oui, Ouais, oui. ouais. Vous faites, ouais, Oui, les c'est gens, comme ça, c'est comme ça. Sur le moment, ça me dit rien du tout. Sur le moment, je bois mon café, ouais, comme tout le monde. Et puis en remontant chez moi, je me dis, c'est drôle parce que ce serveur Rami, il veut absolument me débarrasser ma table.
avant même que j'ai fini mon café. Donc je lui dis non, Rami, tu touches pas à mon verre. Alors lui, ça le fait rigoler, il s'en fout, il repart avec son plateau vide. Mais pour moi, ça devient un sujet de réflexion. Pourquoi ils veulent débarrasser? Et je fais une association d'idées avec les attentats. Oui. Quand il y avait des attentats avec des bus qui explosaient, alors que dans n'importe quel endroit du monde, on entoure la scène de crime ou la scène de l'attentat et on ne peut plus passer, etc. En Israël, c'est vite fait, on débarrasse toute trace Faut que la vie et reprenne. la vie reprend parce que la vie doit reprendre. C'est le plus important. C'est que la vie doit reprendre. Alors moi, j'ai encore plein de questions, Marco. Donc j'aimerais qu'on arrive à descendre un peu pas mal de choses. Parce que ce livre, ça parle aussi d'un ghetto, qui est le ghetto français. Est-ce que c'est comme ça qu'ils vivent? Parce qu'on entend souvent ça, que les Français vivent entre eux en Israël, qu'ils ne sont pas toujours capables d'aller à l'Ulpan, de faire des efforts, etc. Et que c'est un peu la facilité. C'est comme ça que ça se passe, en majorité? Il y a ces communautés françaises? Oui, c'est vrai que les Français vivent entre eux. Ça dépend quel Français, quoi. Oui, en règle générale. Oui. Et voilà, moi, je suis capable de raconter ce que je fais, moi. Moi, je n'ai pas été capable d'apprendre l'hébreu correctement. Voilà. Je ne sais pas, je suis arrivé trop vieux, je ne sais pas. Bon, et comme je travaille seul, comme je vis seul, etc., voilà, je ne suis pas arrivé à... Mais j'ai 1 heure par jour d'hébreu, ou 2 heures, ou 3 heures au café d'en bas. Et là, tous mes copains du café, c'est des Israéliens. Donc, je parle un peu anglais, un peu hébreu, un peu ceci, un peu cela. Et maintenant, tout le monde dit ça va, ça va, ça va, ça va. Tout le monde sait ce que ça veut dire ça va maintenant au café. Donc, ils disent plus Manishma, ils disent ça va, ouais, ça va, ça va, ça va. Donc, il faut un peu échanger, quoi. C'est ça l'idée. Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur vos personnages féminins, parce que vos personnages féminins, ils sont extrêmement compliqués, je trouve. Certains sont fragiles, d'autres gâtés par la vie. C'est tous des belles femmes, hein. C'est la femme fatale, hein, que ça soit Olga ou Juliette. Et je me suis dit... Ou Romy. Ou Romy, exactement. Romy, pas celle facile, qui ressemble Romy. à Romy Schneider. Et je me suis dit que il y avait une espèce de futilité. Et j'ai repensé à une histoire, je ne sais plus, que j'ai lue dans les différents articles, de votre maman qui était venue et qui enfin, une mère courage, qui a élevé seule cet enfant à peine débarqué de la Tunisie. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait d'un côté cette mère qui doit être formidable, ou qui a dû être formidable, et ces filles qui sont quelque part un peu gâtées par la vie, je ne sais pas, même s'il leur arrive des choses un peu compliquées. C'est quoi la femme idéale pour Marco Coscas? Elle est entre les deux? Ah non, mais ça je ne m'aventurerai pas à la définir, hein, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais je sors ce soir que j'en croise une autre. Non, mais j'ai pas envie de scène. Il n'est que 10 heures du soir, la vie ne fait que commencer ce soir. Oui, la vie ne fait que commencer. Non, j'ai un problème avec la beauté des femmes, c'est vrai. Un vrai problème, un gros problème. Mais j'adore la complexité de ces... Parce qu'on imagine qu'une belle femme, c'est forcément une femme qui n'est, disons, superficielle. Or c'est absolument faux. L'expérience de la beauté pour une femme, donc d'être un objet de désir en permanence, et aller savoir peut-être depuis l'enfance, ou je sais pas, je pense que c'est une expérience qui m'intéresse particulièrement. Et je ne pense pas que la laideur soit une expérience forcément enrichissante. Je pense qu'une femme laide... Non, mais je pense qu'une femme laide a sûrement plein de choses à raconter, très intéressantes, sur son être féminin. Mais moi, je ne suis pas très intéressé par ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment les belles femmes, comment elles jugulent ou elles acceptent le désir des hommes qui les entourent. Et j'imagine qu'une belle femme, c'est forcément un objet de désir toute la journée, pour tous les hommes. Et donc, comment on fait avec ça? Et ça m'intéresse beaucoup, quoi. On va avoir des messages MeToo, ça va pas faire long feu. Non,
Alors, pour revenir à des Mais choses plus il y a une sérieuses. telle hypocrisie là-dedans, il y a une telle hypocrisie dans MeToo, quand on voit surtout les photos de ce gros-là qui a été arrêté pour viol, là, je ne sais pas comment il s'appelle, ce producteur, Ah, Weinstein, ouais. entouré de femmes magnifiques qui l'embrassent, qui le couvrent de baisers et qui ensuite vont le dénoncer. Je trouve ça d'une hypocrisie Vaste sans nom. débat, mais je pense que c'est un débat aussi générationnel. Je pense qu'on n'a pas la même vision qu'une Non, parce que je pense que cette affaire m'a beaucoup intéressé parce que je pense que il n'y a pas de cinéma sans sex appeal. Hollywood a inventé quelque chose d'incroyable qui est la femme libre. C'est Hollywood qui a inventé la femme libre. Mais dans la vie d'une actrice, le plus important, c'est quand même de trouver l'homme qui va la protéger des autres hommes. Et c'est pour ça que des actrices comme Sophia Loren ou comme Anna Karina ou toutes ces Rita Hayworth, toutes ces femmes qui étaient vraiment des objets sexuels inimaginables ont réussi à avoir une carrière parce qu'elles ont réussi aussi à se protéger grâce à un homme. Grâce à un homme, poster un homme, exactement. Alors, donc Tel Aviv, c'est la ville qui ne dort jamais, on l'a déjà dit. Votre livre, il donne envie de prendre l'avion. Hein. Vous avez... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça tombe mal, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion, on ne peut pas venir. Comment ça, on ne peut pas venir? Donc, vous aviez envie de parler de votre ville. Hein. Vous aviez envie de nous donner envie. Mais la vérité, enfin, c'est-à-dire, j'avais envie de faire part de ma connaissance intime de Tel Aviv. Oui, parce que... Et encore, oui. Vous parlez de choses intéressantes dans votre livre. Vous parlez de la ville, bien évidemment, mais vous parlez de démocratie, de technologie, de modernité, de liberté de vie. C'est tout ça que vous avez dans ce pays ce pays divers et multiple. On l'a vu là, avec l'expérience de la pandémie. Ce pays est un laboratoire. Oui. C'est incroyable que la plus vieille civilisation qui ait survécu produise cette modernité. Et donc, c'est un pays toujours passionnant. C'est un pays qui a affronté tellement de périls et je pense qui en a triomphé par l'esprit, par cette inventivité, par cette réactivité permanente. Et comme dans l'histoire du serveur qui veut débarrasser mon verre alors que je l'ai à peine fini. Je n'ai pas fini mon café. La vie doit reprendre, toujours. Alors, et donc, c'est assez fascinant. Quoi. Alors, en plus, moi, j'adore regarder... Comment? Non, allez-y, on a un petit décalage, alors on a du mal à... Non, je voulais, en vérité, vous faisiez du coup une lésion avec ma prochaine question qui était le Bataclan, parce que vous évoquez les attentats du Bataclan dans votre livre. Vous avez écrit ce livre à ce moment-là où vous aviez besoin de parler un peu, de faire surgir ce drame dans la narration? Non, le Bataclan, c'était en 2015. Oui, mais je ne sais pas quand vous avez écrit ce livre. Vous l'avez écrit... Et je l'ai écrit en 2017. D'accord, donc vous aviez besoin de remettre cette histoire dans la narration. C'est-à-dire que les attentats du Bataclan, évidemment, ça a marqué tout le monde de manière indélébile. Et encore, on ne sait même pas comment exactement ce massacre a eu lieu à l'intérieur du Bataclan. Mais cette haine de la musique, de la jouissance de la vie, de la jeunesse, de la liberté, qui est induite dans ces attentats et dans ces massacres, me font irrésistiblement penser à la liberté que les gens ont à Tel Aviv et en Israël. Alors c'était quoi? C'était aussi une façon de porter un regard sur la France que vous avez quittée. Il est comment ce regard aujourd'hui d'ailleurs? Je suis... comment dire? J'ai très peur. Mais est-ce que vous avez un regard différent depuis que vous avez quitté la France? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui vous manquent, des choses... Mais oui, la comédie française, ça me manque.
hein. Mais donc, en général, quand ce n'est pas une période de Covid, quand je rentre à Paris 3 fois par an, je réserve à la Comédie Française, je ne me demande même pas quel spectacle je vais aller voir. Ouais. Parce que je ne peux pas aller au théâtre ici autant que je voudrais, parce que je ne comprends pas suffisamment bien l'hébreu. Mais d'une manière générale, je me demande qu'est-ce qui arrive à la France. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème depuis que Macron est président, par exemple. Ça n'arrête pas. La France est en miettes, quoi. Alors, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, maintenant il y a la pandémie. Et on se demande, parce qu'avec Hollande, ce n'était pas tellement mieux non plus, on se demande pourquoi, par exemple, la France ne trouve plus d'hommes, ou de femmes d'ailleurs, qui soient capables de la tirer vers le haut. Oui, alors ça, en toute honnêteté, je ne pense pas que ça soit inhérent à la France. Parce qu'il y a beaucoup de pays du monde qui cherchent leur leader. Malheureusement, Non, les hommes… ici on a Netanyahou qui est à la fois grand et petit. C'est-à-dire il y a un grand Bibi qui est capable de transformer la géographie et les relations internationales. Et oui, alors après, bon, après ça, c'est des regards, chacun porte. Non, mais je veux dire que d'un autre côté, Bibi, c'est aussi un petit politicien qui fait des croche-pieds à ses rivaux, etc. Il y a un grand et il y a un petit Bibi. Vous voyez ? Mais bon, il faut mettre à son crédit toutes ses réalisations, notamment des relations internationales, de la résolution du Covid, enfin plein de choses quand même qui sont… Donc, c'est un leader pour moi qui est l'équivalent de Ben Gourion. Hein, oula, les mots sont lâchés. Alors, oui, Marco… non, mais parce que Ben Gourion, il fallait quand même qu'il y croie à son affaire. On va revenir sur vos livres. Voilà. Ce sont d'autres cette débats. réaction, attends, mais cette réaction m'intrigue. Pourquoi on n'a pas le droit de dire du bien de Netanyahou ? Ah non, mais c'est juste que voilà, j'essaie de ne pas rentrer trop dans les débats politiques et je m'attaque à vous défendre, vous, en tant qu'auteur. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut avoir qu'un regard politique sur la France. Oui. Parce que la question à l'origine, c'était pour qu'est-ce qui se passe en France au juste ? Qu'est-ce qui se passe ? La France a toujours voulu être à la fois exception et règle, par exemple. Et jusqu'à il y a une vingtaine d'années, 25 ans, ça marchait à peu près. Il y avait l'exception française et l'universalisme français. Et aujourd'hui, il y a plein de civilisations, il y a plein de sociétés qui émergent. La Chine, par exemple, Israël, l'Asie. Bon, et la France ne comprend plus. Les Français ne comprennent plus pourquoi ils ne sont plus aussi écoutés dans le monde. Mais il y a plein de civilisations qui proposent des solutions à la modernité et qui réussissent peut-être mieux que la France. Et n'empêche, on aime la France. On a envie que ça reste la France. On a envie d'aller à la Comédie Française, en Normandie, on a envie de Trouville et de la Côte d'Azur. C'est un pays béni de Dieu, la France. Pour avoir cette façade maritime, par exemple. Ça ouvre sur 5 mers, la France. Il y a la Manche, il y a l'Atlantique, il y a la Méditerranée. Ça n'en fait que 3, je suis d'accord. Mais on peut compter les lacs et les rivières. Voilà, et on peut compter surtout les Pyrénées, les Alpes. C'est incroyable comme pays. Alors Marco, j'aimerais qu'on termine un peu parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Ce livre Bande de Français est disponible partout. Il est disponible aussi sur Rencontre des auteurs francophones, donc n'hésitez pas à le commander. Je l'ai en stock. Et puis donc, pour ceux qui lisent en anglais, la version est sortie aussi. Excellente traduction. Excellente traduction, vous en êtes content. Excellente traduction de David Ball, qui est un caractère de cochon, mais un grand traducteur, spécialiste d'Henri Michaud. Et c'est une traduction, à part une phrase qu'il n'a pas réussi à traduire, qui est un jeu de mots intraduisible. C'est vraiment une traduction formidable. Allez, on termine quelques minutes avec mon petit questionnaire de Proust que j'aime bien. Vous lisez quoi en ce moment, Marco? Rien du tout. Je dis rien. Rien du tout. Bon, alors on va reprendre la question différemment. Vous écrivez quoi en ce moment, Marco? Rien du tout. Bon, non, je m'occupe
Non, mais je m'occupe de l'édition de ce livre en 10 langues et aussi du feuilleton que j'ai écrit sur Facebook. Parce que j'ai écrit un feuilleton, je pensais. Alors, c'était un feuilleton sur le quartier. Il y avait au café d'en bas une fille qui attendait tous les matins qu'un type sorte de la maison d'en face, parce qu'elle était amoureuse de lui, mais l'histoire était finie. Et lui, il passait en coup de vent devant elle, sans même lui dire bonjour. Et un matin, il sort avec une autre fille de chez lui. Et déjà qu'elle avait le cœur lourd, elle a évidemment le cœur brisé. Et on croit que l'histoire est finie. Mais là, en fait, l'histoire commence parce que les deux filles s'adorent. Et donc, j'en ai tiré 43 épisodes. Et j'étais obligé de les écrire parce que les gens sur Facebook, moi, je voulais m'arrêter au 6e épisode. Et les gens m'ont dit, non, 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 on veut connaître la suite. J'ai vu. Et donc, j'en ai écrit 43 épisodes. Tiens, regarde, je vous montre en avant-première la couverture. Super, génial. Voilà, Sentimental Oxymore, ça s'appelle. Et c'est une couverture qui a été faite par Karine Hollander. Voilà. Alors, le livre dont vous êtes le plus fier? Que j'ai écrit moi ou ceux que... Non, non, non. Non, c'est sympa si vous êtes fier pour les copains. Ouais. À part mon deuxième roman, qui est Sans queue ni tête, et un livre que je voulais écrire sur l'Inde et que j'ai complètement foiré parce que je n'ai pas été inspiré, je suis fier de tous les livres que j'ai écrits. Un auteur, un livre de chevet, un livre que vous aimez offrir? Il y a des livres que je relis, oui, c'est vrai. Il y a la Confederacy of Dances de John Kennedy Toole, qui s'appelle La conjuration des imbéciles en français. Il y a Mort à crédit de Céline. Et il y a 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Alors, un lieu à Tel Aviv qui est votre lieu, où vous aimez vous poser. Mon lieu? Ouais. Ah, c'est mon café en bas, c'est le Barbosa. Alors, au Barbosa, c'est... Alors, voilà, un autre lieu dans le monde, la Comédie Française, alors, à Paris? Ouais, la Comédie Française, ouais. Pas quand on rentre, hein, parce que quand on rentre, on voit que des têtes avec des cheveux blancs. Mais quand on regarde Fanny et Alexandre ou la maison de Bernarda, des mises en scène absolument somptueuses, donc, ouais. Vous pourriez vivre où aujourd'hui en dehors de Tel Aviv? Il y a une ville dans le monde qui vous attire? Enfin, qui m'attire, je pourrais retourner vivre à Rome, par exemple, parce que je parle l'italien, ou New York. Alors, vous êtes plutôt du matin ou un oiseau de nuit? Non, je ne suis pas un oiseau de nuit. Non, non, quand j'écris le matin. Et là, donc, quand on va raccrocher les 22 heures, vous restez sagement à la maison ou vous descendez faire un tour dans la ville? J'ai un petit problème de vessie qui fait que je vais aller faire pipi d'abord. Et après, je ne sais pas parce que je n'ai pas prévu de dîner, je n'ai rien à manger, donc peut-être je vais descendre manger quelque chose. Eh bien, merci Marco pour cette heure passée ensemble. Je rappelle donc que votre livre dont on a largement parlé aujourd'hui, Bande de Français, donc, que vous trouvez sur un compte des auteurs francophones aux États-Unis et puis sur les plateformes un peu partout dans le monde. Et puis cette édition pourra offrir à vos amis qui ne parlent pas français et qui veulent lire l'histoire en anglais. Donc, voilà. Goodbye Paris, Shalom Tel Aviv, qui est un titre génial. La semaine prochaine, on change de sujet, puisque la semaine prochaine est une émission spéciale livre de jeunesse. Et nous aurons. On recommence la semaine prochaine? Si vous écrivez un livre de jeunesse, on recommence. Et donc, avec 4-5 auteurs qui seront avec nous et on parlera des livres de jeunesse. Oui, j'avais envie d'écrire un livre pour enfants. Ouais. C'est l'histoire d'un virus. Oui. Écoutez, ça marche bien. Voilà, un virus, mais comme personnage. Oui. Écoutez, c'est dans l'air du temps. Je pense que ça peut prendre. Malheureusement, c'est dans l'air du temps. Merci Marco d'avoir été là. À bientôt, à très bientôt. Vous nous tenez au courant bientôt. De tout ce qui se passe. Merci. Okay. À bientôt. Au revoir.